Christophe Tanet, bonjour. Bonjour Olivier Marin. Président de l'UNIS, l'Union des syndicats de l'immobilier. Alors dans quelques jours sera présenté en Conseil des ministres le projet de loi logement, le projet Élan, évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. Julien Denormandie, le secrétaire d'État, ministre de la Cohésion des Territoires, était ici même au Club IMO il y a quelques semaines pour en dresser en tout cas les grandes lignes. Rien n'est encore définitif, tout sera discuté, étudié au Parlement. En attendant, fallait-il une nouvelle loi ? Alors avant de répondre directement à votre question, je voudrais d'abord voir sur la méthode pour apporter un point positif. C'est-à-dire que la conférence de consensus sur le logement a vraiment été une bonne méthode puisque tout le monde de l'immobilier, les associations, les professionnels étaient présents. On s'est réunis dans divers ateliers et le 8 février, il y a eu la conférence définitive. Chaque association, chaque organisation a pu faire ses propositions. Et je pense que l'UNIS milite depuis longtemps pour que les professionnels soient pris en amont de travail sur la loi. Et là, on peut estimer que c'était vraiment positif. C'était une grande première dans le domaine, donc ça, plutôt satisfait, en tout cas sur la méthode. Sur la méthode, tout à fait satisfaisant. Alors sur le fond, on a déjà beaucoup plus de réserves. Alors, on va parler des points positifs. On a quand même deux points positifs. Le premier, qui était une demande de l'UNIS forte, c'était de désolidariser l'automaticité entre la création d'observatoires et l'encadrement des loyers, puisque dès qu'on crée un observatoire, il fallait nécessairement encadrer. Là, la loi prévoit qu'effectivement, on puisse créer cet observatoire sans forcément encadrer derrière. Alors, le gouvernement avait quand même ça a été modifié par rapport à ce qu'est le gouvernement, par rapport à ce qu'Emmanuel Macron avait prévu, puisqu'on avait dit qu'il fallait d'abord évaluer avant de légiférer. Ouais. Là, on légifère, on lance un encadrement qui est provisoire, une période expérimentale pendant 5 ans, et après on voit. Nous craignons qu'il y ait des villes, certaines villes, peut-être comme Bordeaux, Lyon, Toulouse, bon, Paris, on le sait, le fera, pour s'intégrer effectivement dans ce nouveau système. Donc on craint cela. Puisque la grande difficulté, vous savez que l'encadrement des loyers a été annulé par le tribunal administratif à Paris et à Lille, parce qu'en fait ne respectait pas la loi qui disait qu'il fallait une agglomération, plusieurs villes dans l'agglomération et non pas une ville propre. Maintenant, chaque ville pourra effectivement encadrer les loyers s'il y a un observatoire. C'est ce qui est prévu en tout cas dans la loi, qui pourra, on va voir amender, il peut y avoir des décrets, mais en tout cas, c'est un projet. Voilà, il est question de décorréler en fait l'observatoire des loyers, qui peut être quelque chose de transparent simplement pour donner une information dans une ville donnée sur l'état des loyers, et puis l'encadrement des loyers. Alors là, c'est plus juridique effectivement, et là vous craignez pour éventuellement des fins électorales ou qu'un maire d'une ville puisse dire, tiens, pendant 5 ans, je crois que c'est 5 ans, une durée de 5 ans, on va appliquer l'encadrement des loyers dans ma ville. Ça, c'est une crainte. C'est une crainte. Les élections municipales ont lieu en 2020, donc c'est proche. Et il est possible que pour des raisons électorales, effectivement, les maires décident de créer cet encadrement qui n'est pas forcément justifié. Il faut, de toute façon, la loi prévoit quand même certains critères. Il faut qu'il y ait des décalages entre le loyer du marché. Enfin, c'est très technique, je ne vais pas rentrer dans les détails. L'observatoire, effectivement, permettra de voir tout cela. Alors nous, quand je dis nous, c'est la profession, un observatoire clameur. Je rappelle que c'est quand même 1 million de références locatives. Nous travaillons déjà, parce que nous fournissons nos données déjà à l'État, pour Paris et pour Lille. On est sur toute la France. C'est gratuit pour l'État, alors que on voit bien que ce qui est l'État n'en prend pas compte. L'État n'en prend pas compte. L'État est prêt à créer des organismes publics, ce qui va encore coûter à peu près, c'est estimé d'ailleurs, dans l'étude d'impact du projet de loi Élan, c'est estimé à 1 million d'euros. Donc on est très surpris, on a toujours cette difficulté à faire passer au pouvoir public que des institutions privées peuvent aussi aider et peuvent aussi être là. Oui. Alors, pour rester sur l'aspect justement des loyers notamment et la mobilité, il y a une grande nouveauté dans ce projet de loi, Élan, mais c'était une promesse d'Emmanuel Macron, c'est de créer un nouveau bail, bail mobilité, bail court en meublé d'une durée de 1 mois à 10 mois maximum, réservé uniquement aux gens en formation professionnelle, aux étudiants, aux gens en mobilité. Est-ce que ça, c'est une bonne chose ? Alors, oui et non.
J'ai beaucoup de mes homologues qui ont estimé que ce bail n'était pas bon. Alors, sur le fond, si vous voulez, on peut pas, ça fait des années que les professionnels réclament plus de souplesse, on ne peut pas, à un moment où la souplesse arrive, dire que ce n'est pas bon. En revanche, c'est la mise en place. On estime qu'un bail mobilité sans dépôt de garantie, ce n'est pas un bon signal, une nouvelle fois, pour le bailleur. Il y a les questions de visa, la garantie visale, en fait. Oui, mais la garantie visale, c'est quand même assez compliqué, c'est pas forcément bien perçu. Alors, il y a peut-être un problème de pédagogie, bien évidemment. Vous savez, l'investissement immobilier, le bailleur, qu'est-ce qu'il veut? Il veut une lisibilité fiscale, il veut une stabilité. En plus, il veut une stabilité de son locataire. Les baux de courte durée, quand un locataire s'en va au bout de 6 ou 8 mois ou de 9 mois, il faut le relouer. Il y a des frais d'agence, bien évidemment, il peut y avoir une vacance. Donc, bien évidemment, ça ne va pas non plus dans l'esprit du temps long du bailleur qui souhaite effectivement avoir un locataire. C'est aussi une des réponses que tout n'est pas que CDI, qu'il n'y a pas forcément que les gens qui sont dans CDI qui pourraient avoir justement accès au logement. Oui, mais ça rentre dans l'esprit macronien qui est tout à fait acceptable, c'est-à-dire qu'il y a une cohésion des territoires, on manque de mobilité en France. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, moi j'ai jamais été un grand favorable, très favorable, un grand fervent admirateur de la politique du tout propriétaire, parce que j'estime qu'il y a trop de propriétaires, ça empêche la mobilité professionnelle, et que donc, avec un nombre de locataires et avec des baux qui le permettent, effectivement, vous perdez un travail à 50 km, c'est plus facile de partir quand vous êtes locataire que quand vous êtes propriétaire. Donc tout ça rentre dans la logique macronienne, qui était d'ailleurs, par exemple, la création du ministère de la cohésion des territoires. Beaucoup de personnes dans le monde de l'immobilier ont râlé parce qu'il n'y avait pas de ministre du logement. Moi, j'ai été un des rares à soutenir ce projet, parce que le logement seul, ça ne veut rien dire. Le triptyque, c'est logement, bassin d'emploi, transport. Et pour ça, il faut avoir une vision effectivement de cohésion des territoires. Ça me paraît effectivement important. Alors justement, à propos de vision, on sait que dans le neuf, l'investissement locatif, le dispositif Pinel marche très bien. Oui. Que faudrait-il faire dans l'ancien pour rendre l'investissement locatif plus attractif? Eh bien, écoutez, les mêmes choses. on veut en fait, on se bat pour une égalité entre l'ancien et le neuf. Je suis toujours frappé, et on le voit bien d'ailleurs, à nouveau quand on regarde le projet de loi Elan, on voit bien que les deux piliers, et on l'a vu quand on a préparé notre manifeste pour les élections de 2017, on a rencontré les élus locaux, tous les élus locaux, que ce soit locaux ou nationaux, ne pensent qu'à deux choses. Il y a deux piliers pour eux, c'est le neuf et le social public. Donc il faudrait arrêter d'opposer. Alors d'abord, il faut cesser d'opposer, bien évidemment, mais il faut surtout à un moment penser qu'il y a autre chose. Il y a un parc existant. Je rappelle que 70% quand même des locataires dans le parc privé sont éligibles au parc social. C'est considérable. Donc on a un gap. Le public n'a pas assez d'argent pour loger toute cette gamme intermédiaire de locataires. Et les bailleurs privés peuvent évidemment apporter leur rôle en baissant leur loyer, en acceptant de jouer un rôle sociétal, moyennant bien évidemment une contrepartie. Alors ce serait de quoi? D'instaurer un statut fiscal du bailleur privé pour du logement abordable? Exactement, c'est exactement la bonne phrase, c'est exactement ça. Statut du bailleur privé, non pas pour protéger le bailleur, pour protéger une catégorie, c'est une contrepartie bien évidemment, à partir du moment où le bailleur s'engage à abaisser son loyer et donc à permettre à une certaine catégorie de personnes de venir dans des logements où ils n'étaient pas forcément destinés au départ. Christophe Tanet, merci beaucoup. Merci Olivier Marin, merci beaucoup. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo.